Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le Talking Geneva. J'espère que vous allez bien. Nous, on est très, très heureux de vous retrouver cette semaine, une fois de plus, pour parler de notre club de cœur, l'Olympique de Marseille. Vous savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, à la page OM Fan Club Genève. Attention, nouveauté, les amis. Pour m'accompagner, l'équipe du Talk est avec moi ce soir. Salut Raph. Salut Rafi, salut tout le monde. Salut Chris. Salut tout le monde, portez-vous bien tous. Salut Richard. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Plaisir est partagé, Richard. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un qui, on peut le dire, suit l'OM au quotidien. On est avec Mathieu Grégoire de l'équipe. Salut Mathieu. Salut à tous, salut la team. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que tu travailles pour l'équipe, pour le journal d'équipe, que tu es un envoyé spécial à Marseille. Tu es également écrivain. Tu as sorti un livre, Les Parrains du foot. Ouais, écrivain, c'est un grand mot, mais ouais, on avait fait un bouquin avec mes collègues Brendan Kemet et Stéphane Selami sur les liens entre foot et grand banditisme, les liens incestueux. En tout cas, c'est un livre, on peut te considérer, en tout cas dans cette petite case. En tout cas. On n'est pas passé au concours. Qui sait, peut-être l'année prochaine. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de t'entendre sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. En parlant d'actualité et avant de vous présenter le programme sportif, j'ai envie de dire, on est obligé malheureusement de dire un mot et de revenir sur ces jours douloureux, parce que c'est avec le cœur lourd qu'on fait tous cette émission. D'abord, cette triste nouvelle qui est arrivée la nuit dernière, donc avec le décès d'un jeune supporter fanatique et puis 8 autres qui sont blessés, encore hospitalisés. C'est arrivé quelques jours après le décès également de René Malville, ce grand supporter. On était la semaine dernière avec Samuel Massalia, son ancien compère de Radio Star, qui nous parlait de lui, qui nous donnait un peu de ses nouvelles, et on lui avait envoyé beaucoup de force. Et on a appris son décès. Ça a été très, très dur pour tous les supporters marseillais. Donc, on va adresser nos condoléances et à la famille du supporter des Fanatiques et également à René Massalia. On pense fort à eux et on souhaite un prompt rétablissement aux supporters qui sont actuellement hospitalisés. On leur envoie beaucoup de force également. Allez, on passe aux sportifs, au programme, à l'actualité de l'Olympique de Marseille. On reviendra sur ce match contre le SCO d'Angers et ce match nul 0-0. On parlera également, malheureusement, de ces incidents qui se sont passés à Angers après le match. On se posera pas mal de questions, en tout cas, sur les matchs à l'extérieur. Et puis, on parlera du prochain match contre Lens. Allez, tout de suite, le match SCO-Angers au Olympique de Marseille, 0-0. Bon ou mauvais point, messieurs, c'est la question que je vous pose ce soir. Raph, la parole est à toi. Moi, je trouve que c'est un mauvais point, mais on aurait pu. C'est ce genre de match où ça aurait pu basculer de l'autre côté. On aurait très bien pu perdre. Donc, c'est un mauvais point pour moi, mais voilà, on va le prendre quand même. Est-ce que tu prends ce point-là, Mathieu ? Oui. Bon, mauvais point. J'ai envie de dire que c'est un point assez normal au vu de la rencontre. C'est un score qui, moi, je le pense plus comme ça, qu'assez juste au final. Donc, l'OM a quand même a toujours eu un peu cette espèce de maîtrise sur le match, mais quand même en ayant moins d'occasions, moins d'élan qu'à l'accoutumée, avec une équipe très remaniée. Donc je trouve tomber sur une équipe très organisée, moins dangereuse que lui, mais quand même avec quelques velléités, quand même, notamment en fin de match. Donc je trouve ça assez logique. Une équipe comme l'OM, je n'attends pas qu'elle remporte tous ses matchs de Ligue 1 comme le PSG, par exemple, pour qui l'exigence est à ce niveau-là. Donc ça n'entrave pas la dynamique. Donc, c'est un point consistant, on va dire. Ok. Richard, est-ce que tu es de l'avis de Mathieu ? C'est un point logique pour toi ? Effectivement, je suis d'accord avec Mathieu, mais en même temps, je suis un petit peu partagé parce que en même temps, on est content de pas avoir été piégé et de repartir avec une défaite et donc d'avoir au moins un point du match nul parce qu'il va y en avoir. Il faut pas se dire qu'on va gagner tous les matchs de la saison. Surtout à Angers, on a souvent des problèmes contre eux. Et d'un autre côté, les deux occasions de Bamba Dieng et de Henrique font qu'on a un petit peu de frustration et de regret parce qu'on avait justement, comme l'a dit Mathieu, avec cette
cette maîtrise du match, on avait le sentiment qu'en appuyant un peu, il pouvait marquer ce but. Et que dans une autre configuration, je dirais tactique, avec de véritables ailiers, on aurait pu marquer ce but et repartir avec une victoire. Donc, c'est frustrant de ne pas avoir les 3 points. En même temps, on ne va pas faire la fine bouche, quoi. D'accord. Christophe Ferrand, on voudrait ton avis également. Faire un tour de table complet. Moi, ce que je revenir, c'est quand même que Angers, c'est quand même un bon adversaire. Il faut bien voir au classement où ils sont. Ils sont juste derrière nous. Je pense que beaucoup de gens, en fait, ont un peu sous-estimé cette équipe qui est entraînée par un bon entraîneur, un de chez nous en plus. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que défensivement, particulièrement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. C'était pas que l'histoire de bus, parce qu'il y a pas, tu mets pas que 10 joueurs derrière pour faire ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait vraiment un super match. Et puis nous, en face, c'est vrai qu'avec le turnover qui était installé, on a eu vraiment du mal à avoir nos automatismes et à avoir l'impact qu'on a habituellement. Donc, ouais, match nul logique finalement. Alors, match nul logique pour la plupart d'entre vous, messieurs, mais il faut rappeler le contexte. Il y a eu quand même un certain remaniement de la part de Jorge Sampaoli. Pas mal de rotations. On a vu les premières minutes de Jordan Amavi, de Khaled Tachar. Donc, c'était prévu. Sampaoli l'avait annoncé qu'il y allait avoir quelques changements sur ce match. Donc, est-ce que pour vous, c'était le meilleur moment pour faire tourner qu'il y ait une rotation? Raph. Pour moi, non. On en avait discuté avec Chris à la fin du match et on n'était pas très d'accord. Mais pour moi, c'était pas le bon moment pour faire tourner l'effectif parce qu'il tournait bien. On n'en est qu'au début de la saison. Si déjà, moi j'ai trouvé ça un peu inquiétant qu'on veuille déjà faire tourner notamment la défense parce que voilà, on va bientôt avoir une trêve internationale aussi. Donc pour moi, c'était pas le bon moment pour les faire tourner. On était dans une bonne spirale. Il fallait continuer dans ce sens-là. Mathieu, est-ce que tu partages l'avis de Raph? On aurait dû rester. Non, mais je rejoins l'avis de Raphaël tout à fait sur le côté défense. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris de voir Sampaoli changer, par exemple, Under, qui a été beaucoup sollicité depuis le début de saison et qui, on le sait, a un passif assez important au niveau des blessures ces dernières années. Donc, je ne suis pas surpris de le voir faire souffler Under ou Guendouzi aussi, qui a été blessé, on se rappelle, en fin de saison dernière. Après, je suis un peu plus sceptique même s'il en avait parlé en conf la veille en disant qu'ils étaient à la limite peut-être de la blessure et très fatigués, je suis un poil plus surpris qui remplace Saliba ou Luan Pérez parce que les centraux sont quand même des joueurs qui peuvent enchaîner sur une saison quand même beaucoup plus de matchs. On voit que souvent dans les clubs, c'est les centraux qui jouent le plus de matchs en fin d'année. Donc, ouais, les centraux. Après, c'était peut-être aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était peut-être aussi quand même pour réintégrer aussi Amavi, réintégrer Khaled Tachar. Il fallait aussi les relancer parce que si on veut avoir besoin d'eux à d'autres moments de la saison où ça sera plus compliqué, il faut peut-être aussi quand même leur montrer des signes de confiance. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Richard voulait parler déjà. Oui, moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est vrai qu'il semble qu'il y ait une petite erreur quand même de Sampaoli de ne pas avoir mis au moins un des deux, c'est-à-dire Pérez, Luan Pérez ou Saliba. C'est une certitude parce que faire entrer Khaled Tachar à côté d'Amavi alors qu'ils n'ont pas joué depuis le début, je pense que c'est une très grosse erreur. Bon, après, ça n'engage que moi. Mais par contre, ce matin, dans OM Nation, je lis Vincent qui commence à dire… Ouais, dans Fan Club, j'ai Vincent qui commence à dire faut faire partir Amavi, il n'est pas bon. Mais attendez, il faut arrêter, les gars. C'est son premier match, il vient à peine de mettre le pied sur le ballon. Et déjà, vous lui mettez un coup de pied dans la figure. Oh, mais déconnez pas. Il arrive à peine. Alors, moi, j'aime pas Khaled Tachar. Donc, lui, j'aurais voulu le faire partir. Alors Richard, on va parler de la défense après. On va parler de la défense après, justement. Donc, garde un petit peu en plus, juste une dernière chose. À ma vie, c'est pas son poste d'être dans les trois. Il n'est pas stopper, il n'est pas libéraux. Son poste, c'est d'être un piston comme Lirola. Donc, en plus, il y a une erreur à ce niveau-là. Donc, n'attaquez pas à ma vie. Plusieurs fois, il nous a rendu service et vous voulez le jeter de l'OM. Ça, j'aime pas du tout. Merci Richard pour ton coup de gueule. Christopher, il est bouillant, Richard. Il est bouillant, il est marseillais, c'est un sang ce qui me perturbe avec Richard, par contre, c'est que j'ai l'impression de dialoguer avec Dominique Strauss-Kahn.
C'est vrai que On espère juste pour Richard qu'il n'a pas le même passé que DSK. Ouais, non, mais voilà. c'est le sport. Et les Moi, mêmes moi, penchants. moi, je serais devenu président parce que je ne suis pas aussi pervers que lui. Richard, sans juger. Allez, on a une émission de football à faire, messieurs. Pas de jugement de valeur, mais t'as un peu la même chose. Bon, Dominique. Si j'ai son intelligence, je dis oui de suite. Bon, Dominique, rends-moi la parole. Christopher. Oui, moi, c'est effectivement, je faisais un peu la même réflexion, c'est-à-dire de mettre peut-être les deux en même temps, c'était peut-être un peu beaucoup. Mais par contre, moi, je ne donne pas tort à Sampaoli parce que je voyais plein d'alertes. Et d'ailleurs, j'en discutais notamment avec Raph. Je lui disais, mais regarde, à chaque fois qu'il y a un arrêt de jeu, Luan Pérez, il était toujours, vous savez, les mains comme ça, sur ses genoux. La tête baissée comme ça à chaque arrêt de jeu. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre qu'il fasse ça tout le temps. C'est que vraiment, il doit commencer vraiment à être un peu au bout, quoi. Et puis, ouais, Saliba, on voyait aussi qu'il y avait quelques erreurs de concentration contre Rennes qui n'étaient pas du tout habituelles chez lui. Donc, je me suis dit que voilà, il les a vraiment poussés à bout et peut-être qu'il y a peut-être une erreur, peut-être avant de management et c'est peut-être faire tourner peut-être avant et quitte à en faire sortir un seul. Excusez-moi, avant. Oui, des deux, mais pas les deux. Pas les deux. Alors justement, passons à la défense, messieurs. Luc, vous voulez parler de ce sujet-là. Donc, première charnière expérimentale. Quel est Tachar, Amavi, Balerdi? Est-ce que c'est la meilleure rotation qu'on peut proposer pour faire souffler Saliba et Luan Pérez? Et non. Donc, non, Richard, qu'est-ce que tu aurais proposé comme solution Moi, j'aurais mis celui qui est le plus en forme de Luan Pérez en les questionnant parce qu'il peut parler quand même avec eux. Hein. Ce n'est pas interdit pour un entraîneur de parler avec ses joueurs. Donc, il va voir Saliba, il le prend en tête à tête. Il va voir Pérez, il le prend en tête à tête. Il voit il leur pose la question de savoir celui qui est le plus fatigué des deux. Et puis, il garde un des deux. Il garde Balerdi qui a l'air en forme et il intègre un des deux autres, c'est-à-dire Kaletakar ou moi j'aurais pas mis Amavi parce qu'Amavi c'est pas son poste. Voilà, donc éventuellement Kaletakar, mais tu les enlèves pas les deux d'un coup comme ça. Il a éventré la défense. Donc toi, Mathieu, t'aurais fait quoi, toi, Mathieu, si tu étais à la place de notre entraîneur argentin? Sur la question d'échanger les deux en même temps, c'est ça? Oui. Quelle est la meilleure rotation que tu aurais pu proposer si les deux n'étaient pas là? C'est une bonne question. Je ne suis pas convaincu, comme disait Richard, qu'à ma vie, soit une vraie solution de remplacement sur cette défense à 3. C'est quelqu'un, il faut se rappeler dans sa carrière, qui a commencé, ça peut vous surprendre, mais qui a commencé plutôt attaquant quand il était jeune, ailier. Bon, il est redescendu, mais pour moi, ça reste aujourd'hui un pur latéral encore. Il a encore des jambes pour ça. C'est un très bon latéral, notamment défensivement, dans les duels, etc. Donc, effectivement, j'aurais relancé Kaletakar. Ça, je trouve ça assez logique, mais j'aurais peut-être gardé Luan Pérez pour ce match-là. Et après, j'aurais peut-être tenté Kaletakar à droite et Saliba à gauche au prochain match. Enfin, voilà, faire un peu tourner comme ça, un par un. Mais à ma vie, je ne suis pas convaincu dans une. Alors justement, à ma vie, j'ai justement une question sur lui. Est-ce que tu penses qu'il se sent encore concerné par le projet olympien, par l'Olympique de Marseille? Le truc d'Amavi, c'est que oui, ils se sont concernés par le fait qu'il a quand même choisi, il a fait un choix important dans sa carrière et l'OM a fait un choix important aussi de le prolonger pour 4 saisons. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est 3 ou 4. Exact, 4 ans de contrat. C'est 4 ans, hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc c'est un choix important, c'est un choix quand même qui te projette vraiment là. Après, je pense qu'effectivement, il est assez surpris. Il est assez surpris de ce qui s'est passé, de son déclassement, du fait que Sampaoli veut l'utiliser maintenant en défenseur central, alors que lui, c'est plutôt un latéral gauche de défense à 4. Donc, tu sais, les joueurs, notre papier qu'avait fait Baptiste là, sur les histoires des remplaçants avait provoqué le courroux, toujours les mêmes idiots sur les réseaux, quoi, parce qu'ils ne comprennent pas en fait que la gestion des remplaçants, c'est le sujet le plus crucial pour un entraîneur à l'OM et dans les grands clubs. C'est-à-dire comment tu impliques ton banc, comment tu le laisses concerner. Pour ça, il faut faire jouer un minimum. Voilà, il faut faire jouer un minimum, il faut être au taquet avec tes remplaçants, prendre soin d'eux, prendre soin de leurs états d'âme, beaucoup plus que tes joueurs titulaires. Donc, voilà, pour terminer sur ta question, il fallait quand même un moment que Kaletakar, Amavi et d'autres rejouent pour les reconcerner. C'est le jeu qui concerne, tu sais, Rafi, hein, c'est pas autre chose. Bien sûr. Alors, on a parlé des défenseurs, un petit peu de ces points négatifs, pour vous qu'il y avait une mauvaise rotation qui a été faite.
Quel est le joueur qui vous a le plus marqué, j'ai envie de vous dire, positivement sur ce match? Allez, Richard. Ouais, Gerson, je pense qu'il n'a pas fait un mauvais match, quoi. Il a essayé de faire tourner le ballon. Maintenant, il y a des interrogations sur ce garçon parce qu'il y a des problèmes de vitesse. Il n'est pas assez percutant. Voilà. Donc, on voit qu'il nous manquait Guendouzi dans le milieu parce que c'est lui la plaque tournante habituellement et c'est lui qui crée les décalages. Écoute, je vais rester sur mon Dieng qui reste percutant et qui si on lui avait donné plus de ballons, il en aurait mis un au fond. C'est normal, Strauss-Kahn est fidèle à ses premiers choix. Donc, tu restes C'est sur ça. Dieng, c'est normal. On aime les Africains, qu'est-ce que tu veux? Ok. Oh le dérapage. Oh là là. Alors, Chris, quel est ton meilleur choix? Ah, bah, moi, c'était Rongier. Rongier, pour moi, c'était l'homme du match. Il a fait vraiment un match exceptionnel. Moi, j'ai trouvé ça super parce qu'il a vraiment fait le lien finalement entre la défense finalement qui était quand même des fois en difficulté avec pour cette défense pour le moins expérimentale, jusqu'à vraiment aller apporter vers des ballons plus offensifs. Donc ouais, vraiment, j'ai trouvé que c'était le seul qui a tenté finalement de créer du jeu. C'est le seul joueur qui a tenté de créer du jeu et de rester un peu dans le système de Sampaoli très porté vers l'attaque. C'est vraiment le seul pour moi qui est resté en fait dans ses principes et qui finalement a resté un peu à son niveau aussi habituel. Ok, merci. Alors, Mathieu, je te pose la même question. Quel joueur t'as marqué hier, marqué des points pour toi? Je trouvais que Rongier et Camara avaient fait des matchs solides. D'accord, très bien. Alors, on va parler d'un joueur, par contre, qui était un peu plus en difficulté hier soir. C'était Luis Enrique. Il était titulaire. Bon, on n'a peut-être pas eu le rendement qu'on espérait de lui. Raph, est-ce qu'il t'a un petit peu déçu sur ce match? Moi, je suis pas déçu parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeune joueur. J'ai pas forcément envie de le juger. On sait que ça peut être compliqué pour un jeune joueur qui vient du Brésil, à contrario de Gerson, qui lui avait fait une première expérience en Europe. Donc, Luis Enrique, ça peut être un peu plus compliqué de s'adapter. Je trouve aussi qu'on l'a utilisé dans beaucoup de postes qui étaient pas le sien. Mais c'est vrai que cette occasion montre beaucoup, là, quand il a le duel avec le gardien, ça montre beaucoup de son passage à l'OM pour l'instant. C'est qu'il est percutant, mais il manque de bouteilles, je trouve. Et on en discutait encore pendant le match. Et moi, je me disais, il faudrait peut-être le prêter à un club de Ligue 1 ou à un club de niveau un peu inférieur à l'OM, histoire qu'il emmagasine de la bouteille, qu'il puisse jouer titulaire assez régulièrement, où il sera recruté pour jouer, à mon avis, ailier gauche, qui a l'air d'être son poste. Je pense qu'il faudra l'essayer là et le faire prêter une ou deux saisons pour qu'il prenne de l'expérience et qu'il puisse revenir. Et puis, des occasions comme celle qu'il a hier soir, il puisse les marquer. Merci Raph. Alors Mathieu, tu te rappelles quand Luis Enrique a signé à l'OM, au début AVB nous avait dit quelques jours ou quelques semaines plus tard, c'est pas un avant-centre, c'est pas un numéro 9. Finalement, il joue ailier gauche. Après, il a pu un peu jouer piston gauche également avec Jorge Sampaoli. Donc, comme disait Raph, il a joué à plusieurs postes. Aujourd'hui, on sent que c'est peut-être un garçon qui manque un peu de confiance, un peu de panache. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait lui donner pour le remettre dans le bon chemin pour ce garçon? Bah déjà un peu de continuité parce que c'est ce qu'il a jamais eu depuis qu'il est à l'OM. Effectivement, avec Villas-Boas, il y a eu une grande incompréhension parce que Villas-Boas voulait absolument un neuf. Si tu te rappelles, à l'été 2020, il a eu ce joueur qu'il a essayé en pointe à l'entraînement pendant plusieurs semaines. Ça n'a rien donné. Donc, il l'a essayé un peu en ailier, notamment pour la réception de Porto en Ligue des Champions. Donc, du coup, après, avec Sampaoli, effectivement, il a joué un peu ailier, il a joué un peu piston. Il a eu quelques bonnes phases et quelques passes décisives. Je crois qu'il en fait 3 ou 4 la saison dernière. Mais effectivement, sans réussir à s'imposer vraiment dans le 11. Alors, ça reste un jeune joueur. Ça reste un joueur dont il faut savoir un peu polir ses qualités. C'est quelqu'un de très puissant, de très véloce, qui n'est pas un ailier. Il a un profil un peu, c'est vrai, à la Mbappé, en fait, dans le sens où c'est un mec puissant, en fait. Véloce plus qu'un technicien avec un gros QI foot comme De La Fuente, par exemple.
Donc, c'est le genre d'ailier qui aussi dépanne bien dans l'axe. Donc, voilà, je ne sais pas à quelle place on pourrait l'utiliser, mais regardez, Dieng a réussi à combiner comme ça entre l'aile et non pas la cuisse, mais l'axe. Donc, est-ce que Luis Enrique ne pourrait pas faire ça aussi voilà, avec, encore une fois, un peu plus de confiance. Ok, alors l'aile ou la cuisse pour Luis Enrique, Chris, une petite réaction? Ouais, juste par rapport à la comparaison avec Dieng, moi je voudrais juste rappeler un truc, beaucoup de supporters en fait, j'ai l'impression qu'ils ont oublié. C'est forcément, on a eu depuis un petit moment maintenant, là, Luis Enrique, mais Luis Enrique a que 19 ans, il va avoir 20 ans à la fin de cette année, quand Dieng a 21 ans, il y a 1 an et demi de différence entre les deux. Donc, je pense juste qu'il faut qu'on soit aussi patient avec Dieng qu'on l'est avec ce joueur. Et je dirais même plus, on le sent même encore plus que lui parce qu'il est même encore plus jeune en fait. N'oublions pas que Luis Enrique fait partie du petit fan club de Richard avec Under, avec Dieng, avec qui c'est qu'il y a d'autre encore? Il y avait Il a Radonjic à remplacé l'époque. numériquement Radonjic. Ah oui, Radonjic, voilà, il a remplacé numériquement NR7. Alors, on va parler d'un joueur qui enchaîne les matchs. C'est Paul Lopez, messieurs. Paul Lopez qui enchaîne les matchs. On a un peu l'impression qu'il y a une petite hiérarchie qui s'est quand même installée, hein, parce que Mandanda est, je pense, depuis 4 matchs sur le banc, si je ne me trompe pas. Nouveau clean sheet en Ligue 1 pour Paul Lopez. On lui a un peu reproché son but qu'il a encaissé en Europa League. Et là, il enchaîne les clean sheets. Est-ce que vous voyez ça comme un bon présage, Richard? Écoute, moi, concernant ce garçon, mon inquiétude, c'est que on ne connaît pas son niveau finalement parce que pour l'instant, il n'a pas un gros travail à faire. Donc, quand il aura les arrêts de Mandanda à faire et qu'il les aura fait, il les aura bien fait, je suis tout à fait d'accord dans la mesure où Mandanda n'est plus au niveau et n'est plus et commence à faire des erreurs telles que celles qu'il a fait il y a sur les 2 ou 3 derniers matchs. Bon, il y a eu 1 ou 2 erreurs qui je pense, l'ont un petit peu plombé. Voilà, j'espère de tout cœur, vous connaissez mon franc-parler, que Sampaoli n'est pas en train de lui donner une faveur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. Parce que là, ça serait très injuste vis-à-vis de Mandanda et c'est un discrédit total sur Sampaoli. Tout ce qu'il fait peut tomber à l'eau à cause de cet élément-là. Alors, voilà. on a entendu ton avis. On va écouter celui de Raph qui veut réagir aussi à la question de Paul Lopez. Ouais, non mais Richard, écoute ça, je suis d'accord avec toi. Paul Lopez, on ne connaît pas encore vraiment son niveau et en fait, je pense que c'est ça qui joue dans le fait qu'il joue tous les matchs. C'est parce qu'en fait, on n'a pas pu le voir réellement. Donc Sampaoli ne peut pas dire, bah non, t'as pas été bon, donc je te mets plus. T'as pas été bon, t'as pas été mauvais, t'as rien eu à faire. Donc au bout d'un moment, on se disait hier soir, c'est comme si tu Donc, fais. tu es titulaire au hasard, quoi. Tu es titulaire au hasard. Eh non, mais c'est juste que tant que t'as pas montré de quoi tu étais capable ou pas capable, tu peux pas être jugé. C'est comme si tu faisais une période d'essai et puis que le bureau flambe. Donc finalement, on te la prolonge parce que t'as pas pu montrer ce que tu savais faire. Après, quand tu commences un petit peu, il y a des inondations, tu peux plus retourner bosser et donc ça continue comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, Alors, il va bien être testé, hein. c'est un peu ça. Hein, je vous ai donné mon point de vue. Mais ton point de vue, je pense qu'on le partage et je vais demander à Mathieu ce qu'il en pense aussi. Mathieu, les matchs que Paul Lopez a joués en championnat, on ne va pas dire qu'il a été débordé, il a passé des matchs plus ou moins tranquilles. Comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, je suis encore d'accord avec Raphaël. Bon, je suis souvent d'accord avec Raphaël. Je ne sais pas si c'est un bon point pour lui. Parce que... les Raphaël sont quand même des gens assez intelligents, donc c'est normal que tu sois d'accord avec eux. Effectivement, on sait, en fait, Sampaoli a dit, j'instaure une concurrence. Je vais essayer de voir ce que Paul Lopez a dans le ventre et voir s'il peut concurrencer Mandanda. Bon, moi, là où je trouve ça un peu injuste pour Mandanda, c'est qu'il le sort Mandanda au moment où Mandanda revient bien. Où il est décisif, notamment contre Saint-Etienne. Après, donc, on a mis Paul Lopez. Honnêtement, Paul Lopez, sur les 3 matchs de championnat qu'il a disputés, il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire quand même. Monaco, c'était des neurasthéniques. Sur le match, on sentait que c'était la confiance avait complètement foutu le camp. Ensuite, on a eu Rennes. Rennes, ils étaient incapables ils étaient infoutus de cadrer une frappe ou un truc.
Et donc hier soir, on a eu un match qui a été assez pauvre quand même en occasion de part et d'autre. Et donc quand même avec 2 occasions, mais Angers a pas spécialement sollicité Paul Lopez. Donc moi, le niveau de Paul Lopez, j'en sais rien. Tu vois, je lui ai mis 5 le soir du match contre Rennes parce que ben, tu ne sais pas noter sur ça. Tu peux pas lui mettre 8. Tu peux pas lui mettre 8 s'il n'a pas touché un ballon. Ben non, mais des voilà. fois, je le trouve un peu fébrile. Des fois, je le trouve qu'il est un peu plus rassurant. Donc, j'en sais, en fait, honnêtement, j'en sais encore rien. Est-ce que tu l'as trouvé des fois sur ces matchs peut-être un peu hésitant dans ses relances Ben non, mais tu sais, à un moment, là, quand il va contre Rennes, là, quand il sort à la pêche en deuxième période et qu'après, je crois que c'est T fait une main, mais ça aurait pu être très dangereux cette occasion-là, quand il fait une sortie avec sa tête. Ensuite, quoi d'autre non, c'est surtout contre Moscou qu'on l'a jugé, en fait, parce que il y a eu des frappes un peu plus dangereuses, quoi. Mais franchement, ce but qu'il prend. Mais tu sais, les gardiens de but, on va leur laisser prendre un peu le temps, parce que Mandanda, début de saison, 1 tir, 1 but à chaque fois. Donc, j'ai regardé là les stats, tu vois, j'ai regardé pour préparer l'émission, j'ai regardé les stats des X-goals concédés, c'est-à-dire les occasions concédées. Effectivement, l'OM est une équipe en championnat qui en concède très peu. Je crois que c'est l'équipe qui concède le moins d'occasions, tu vois, paradoxalement. Ce n'est pas l'équipe qui obtient le plus d'occasions. Et au contraire, elle est plutôt dans une moyenne haute, avec beaucoup d'équipes qui produisent du jeu cette année en Ligue 1. Par contre, c'est une équipe qui, comme elle a la possession, concède quand même relativement peu d'occasions. Mais je regardais, vous savez quelle était la deuxième équipe qui concède le moins d'occasions en Ligue 1 ? Monaco. Sauf que Monaco, à chaque fois qu'il y a un tir contre Monaco, sauf hier avec les poteaux de synthé, mais dès qu'il y a un tir, Nubel, il prend un but. Donc, ouais, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que Nubel, c'est une chèvrasse ? Est-ce que c'est la défense qui, sur le coup, l'aide pas ? J'en sais rien, c'est vraiment dur. Laissons un peu de temps au temps. Attendons de voir un peu sur Lopez. Et on va pas enterrer Steve Mandanda qui est quand même une légende, Et je pense pas honnêtement que Paul Lopez sera quand même un gap beaucoup plus au-dessus que Mandanda. Voilà. Alors, messieurs, je sais que vous voulez tous réagir. On a Richard et Christopher qui veulent réagir. Allez, commencez. Alors moi, très rapidement, parce que moi, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu. Le problème qu'ils vont avoir à un moment donné, c'est que là, visiblement, il y a des matchs qui s'enchaînent. Effectivement, il y a ce problème d'expected goal. Du coup, c'est vrai qu'il y a relativement peu d'actions contre nous. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre au passage. Mais le souci, c'est qu'il y a à un moment donné, une option d'achat automatique, je crois, qui est fixée à une vingtaine de matchs. Donc, ça continue comme ça, vu que là, on est à 5 matchs, là, déjà, on est déjà au quart. 4 matchs déjà, 4 matchs. Ouais, voilà. Alors, à un moment donné, il va falloir prendre une décision, et prendre une décision sur quoi ? Donc, c'est ça, moi, le problème que je vois. C'est-à-dire, j'espère qu'on aura quand même assez pour pouvoir juger si ça va être l'avenir de l'OM à ce poste-là ou pas, quoi. Ok. Allez, Richard, rapidement. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui montrent que ce n'est pas juste pour le moment. La première des choses, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier match de Mandanda, il fait 2 arrêts de grande classe. C'était contre Nice, la fameuse histoire là, de ce match. Mais durant ce match, je crois qu'il fait 2 arrêts. Je ne sais pas si c'était ce match ou un autre. Il fait deux arrêts de grande classe. Donc, ce n'était pas forcément encore le moment de l'enlever de son poste de titulaire. Alors, comme il ne faut pas aussi être injuste vis-à-vis de Lopez, il faut, ce qui aurait été bien de faire, c'est de faire une alternance. Ils jouent un match chacun, et puis après, c'est celui qui gagne sa place. On se tire la bourre, les gars. Puis c'est tout. Là, tu es injuste parce que tu laisses Mandanda sur le banc, donc il a des frustrations, et l'autre, il n'a encore rien prouvé. Donc, ça relève pas de l'équité. Voilà. La vérité, Richard, si je vais dans ton sens, et je suis d'accord avec toi, parce que Mandanda, on l'a crucifié après 2 matchs, mais Luan Pérez n'est pas aussi obligé à chaque fois de lui mettre des buts contre son camp, tu vois. Il lui en met 2. Pour le coup, Luan Pérez, on lui a pardonné, il a fallu en mettre un 3e à Nice. Et aujourd'hui, on est plutôt d'accord que c'est plutôt une bonne pioche. Luan Pérez, on l'a laissé un peu s'installer. Mandanda, on ne lui a pas laissé cette chance. Et tu as l'impression que les dés étaient quand même un peu pipés, parce que dès que Paul Lopez est revenu de blessure, il s'est installé dans les cages. Non, mais allez. Il a l'air frêle comme ça, mais si ça se trouve, le gars, il fait des plongeons dans la lucarne.
Sauf qu'il n'en a pas fait. S'il avait fait 2 arrêts dans la lucarne, on dirait, bon, là, il y a danger pour Mandanda. Mais ce n'est pas le Alors, cas. messieurs, pour clore le dossier des gardiens, ce qu'on va espérer, en tout cas pour Steve Mandanda, c'est qu'il ne perde pas sa 3e place en équipe de France. Déjà qu'il a été rétrogradé de la 2e place à la 3e place dans la hiérarchie des gardiens. Il n'appellera pas, il n'appellera pas tant qu'il le voudra. Oui, pourquoi il n'appellera pas? Parce qu'il n'y a Deschamps... pas grand monde. Il n'y a pas grand monde aussi. Non, déjà. c'est pas ça. C'est que le 3e gardien en équipe de France, il n'est pas supposément joué. Oui, donc, comme si à l'époque où Landreau était là pour mettre un peu l'ambiance. Voilà, c'est quelqu'un qui doit on va espérer qu'il ne la perde pas parce que moralement, ça pourrait être dur pour lui, je pense. Donc, non, t'inquiète pas, il n'avait pas la perdre. Tu es en contact avec Didier? Je peux te dire qu'il n'appellera pas tant que Mandanda veut continuer en équipe de France. Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui l'apprécie, c'est quelqu'un qui trouve qu'il met du liant, qui prend ses responsabilités quand il le faut. Il a un gros passé en équipe de France et avec Deschamps, tu as bien vu qu'il c'était son dégage capitaine quelque chose de différent. Il est passé 3e, donc il ne la perdra pas. Allez, messieurs. Il n'appellera pas. Merci en tout cas, Mathieu, pour pas nous rassurer, quoi. Allez, on continue, Raph. On va parler avec toi un peu. On va faire une petite comparaison avec toi, Raph, du match contre Caen et du match contre Rennes. Donc, si on oublie un petit peu cette rotation qu'il y a eu hier soir, qu'est-ce qui fait pour toi la différence entre ces deux équipes qu'on a vu jouer? En fait, ce que j'ai trouvé de très marquant hier soir face à Angers, c'était l'espace qu'il y avait entre toutes les lignes, avec les attaquants qui étaient assez seuls, les milieux aussi très esselés au milieu et la défense qui était assez basse. Alors que contre Rennes, on se souvient, en fait, la défense, les attaquants perdaient le ballon, limite les défenseurs étaient juste derrière pour le récupérer. Et en fait, on s'est fait la réflexion hier, en regardant le match, de se dire, en fait, cet espace, il vient de la rotation et ça perturbe un peu le jeu de Sampaoli, le fait que les 3 lignes soient assez espacées et notamment qu'il y ait cette défense qui ne prenne pas assez de risques. Et tout à l'heure, on a parlé de la défense. Moi, j'avais trouvé que Balerdi, il n'était pas ouf, mais parce qu'il n'était pas encadré par Saliba et Pérez qui étaient en pleine confiance. Et je trouve que les 3 avaient une bonne alchimie, que tout fonctionnait assez bien. Le milieu, j'ai trouvé, il y avait Rongier et Camara, mais il manquait ce Guendouzi qui, je trouve, avec Rongier, était assez compatible, c'est-à-dire que l'un montait en attaque, l'autre redescendait un petit peu pour sécuriser. Il y avait ce liant qui était fait avec 2 travailleurs. On sait que Rongier est très physique, donc il y avait ce liant qui manquait hier, je trouve, entre la défense et l'attaque. Et ce qui a manqué aussi, c'est ces petites relances à la Luan Pérez, vous savez, dans le dos des défenseurs, que moi, je trouvais ça exceptionnel. Et je trouve que pourtant, Tchaleta Tsar, qui est un bon relanceur de base, il ne l'a pas fait, ça. Et à ma vie non plus. Et j'ai trouvé vraiment le fait qu'on n'ait pas une maîtrise aussi du terrain. C'est-à-dire que contre Rennes, on était tous dans la moitié de terrain adverse. Et moi, ce que je me suis dit, ce que je disais hier soir, c'était en fait, il aurait fallu à la 60e, enfin déjà à la 45e, tu fais 3 changements, tu fais rentrer 3 joueurs qui peuvent te garder le ballon, et qu'à la 60e, quand tu vois que Angers finalement ne perd pas le contrôle du match, faire une séquence de possession de 5-10 minutes, ou peut-être qu'on va s'emmerder parce qu'on fait de la possession, mais au moins tu fais tourner le ballon dans la surface, enfin dans le camp adverse, avec tes lignes assez resserrées, tu fais beaucoup de passes, de redoublement de passes. Et comme ça, l'équipe adverse, ça les fait reculer et du coup, ça les fatigue aussi de courir après le ballon. Et moi, je trouve que c'est ça qui a manqué hier, des longues phases de possession comme on a pu avoir à Moscou où on finit avec 74% de possession. On n'a pas eu cette phase-là hier de possession pendant 5-10 minutes où l'équipe adverse était obligée de lancer les ballons devant pour récupérer. Alors, merci en tout cas, Raph, pour cette très belle explication. Mathieu, je ne sais pas si tu savais, mais Raph, c'est notre tacticien, notre Jorge Sampaoli ou notre Bielsa, en tout cas à l'OM Talking Geneva. Oh, pas encore. C'est le Riolo de Genève. Depuis le début de l'émission, tu partages son point de vue. Est-ce que là, ça se confirme? Est-ce que tu partages son point de vue entre la différence entre les deux équipes qu'on a pu voir contre Rennes et contre Angers? Non, je partage tout à fait le point de vue de Raphaël. On a vu une équipe qui avait la maîtrise, mais quand même une maîtrise un peu stérile. Et c'est ce qu'on reproche notamment un petit peu à Gerson, par exemple, de ne pas arriver à
à avoir des changements de rythme que peuvent apporter d'autres joueurs comme Payet, comme Guendouzi. Donc c'est vrai que c'était un peu ronronnant. Après, tout dépend des adversaires. C'est vrai que le Lokomotiv Moscou, c'était étonnant parce que ils étaient chez eux et eux, ils ont commencé vraiment à jouer hyper bas, quoi. Donc, est-ce que c'était autant l'OM qui les asphyxiait qu'une stratégie? Je ne sais pas. Hier, j'ai trouvé une équipe quand même malgré le fait qu'on avait pris 4 contre Nantes dimanche, j'ai trouvé une équipe d'Angers qui était quand même un peu plus sûre de ses forces, un peu plus sûre de son, ouais, de l'état d'esprit, de ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Alors qu'il y avait quand même des jeunes joueurs hein, sur le terrain. Il y avait un peu de turnover aussi chez eux. Donc, ouais, j'ai trouvé un adversaire qui avait un peu plus de certitude et un OM qui était un peu plus ronronnant, peut-être parce que match de milieu de semaine, parce que le calendrier est dense, parce qu'on peut peut-être pas produire des matchs emballant chaque week-end. Voilà, mais ouais, c'était consistant en face. Et par exemple, plus que Rennes, tu vois, plus que Rennes qui est Ouais, venu au ouais. Vélodrome avec Gomis qui faisait des 6 mètres, qui finissait en touche une fois sur deux. Non, mais c'est vrai, le style de jeu de Rennes, Rennes, tu sentais une équipe en panique avant même le match, ou en tout cas dès le coup d'envoi. Donc l'OM a appuyé et a remporté son combat de boxe très rapidement contre une équipe qui était déjà un peu sonnée, qui s'était sonnée elle-même. Donc voilà, hier, Angers, tu avais quelqu'un qui était plus stable sur ses appuis, quoi. Et pourtant, D'accord, Rennes, il y avait merci. Pep Genesio en face, hein. C'était pas Ouais, bah n'importe quel après, entraîneur, hein. ouais, je suis pas sûr que ce soit un mauvais entraîneur, mais regarde, encore hier soir, ils ont fait un bon résultat. Mais contre Gastien, alors qu'on vante la hype, la fameuse hype Clermont, bon, qui reste sur 10 buts encaissés sur les 2 derniers matchs à domicile, mais bon, on peut aussi se masturber sur eux. Mais donc Pep Genesio, si tu veux, je trouve que contre Marseille, il a pris effectivement le match surtout par le mauvais bout, il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé, il a un peu renoncé alors que il a quand même du matos et il ne peut pas venir jouer comme il est venu jouer au Vélodrome avec le matos qu'il a. Voilà, c'est ce que je pense. Même s'il a retrouvé Terrier, il a retrouvé d'autres joueurs, il pouvait faire mieux contre Marseille. D'accord, bah, tant mieux pour l'OM alors. On va prendre un peu de recul, messieurs. On a parlé beaucoup du sport, de l'OM, du football. On va prendre un peu de recul. On va parler un petit peu de ces événements qui se sont passés à Angers. Donc, malheureusement, on l'a dit, avec cet accident dramatique de minibus. Mais également, à la fin du match, ces débordements entre supporters, des jets de bombes agricoles, pardon. Donc, une sécurité qui n'était pas là. On va se poser la question, peut-être elle est rude, Mathieu, mais les événements depuis le début de la saison dans les stades sont assez compliqués en France. Est-ce qu'on n'est pas à l'heure de se poser la question, malheureusement, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter les déplacements à l'extérieur, en Ligue 1 en tout cas, temporairement peut-être? Je vois pas d'autre solution aujourd'hui. Je vois pas d'autre solution aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, beaucoup de gens ont dit, ouais, les décisions de la commission de discipline, à commencer par des éditos dans mon journal. Un édito, c'est aussi pour donner son point de vue. On n'est pas obligé de le partager, on peut en débattre. Moi, sur ces questions-là, je préfère être plus spectateur que donner mon avis parce que relater des faits, parce que je ne suis pas juge, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à la commission de discipline. C'est des sujets très difficiles à trancher. Mais par exemple, on voit que je pense que hier, quand il y a les incidents, les mecs ne sont pas en train de se dire ah, Nice, ils ont pris qu'un point de retrait alors qu'ils auraient dû en prendre 5. Ils ont pris 4 matchs à huis clos au lieu de 10. Non, on voit que quand il faut se comporter comme des débiles, ils se comportent comme des débiles. Voilà. Et ils commencent à être un peu indéfendables. Moi, je commence à en avoir marre de voir ça, de parler plus de ça que de foot. Je les mets globalement tous dans le même panier. Euh, que ce soit des Niçois, des Lillois, des Lensois, des Angevins, des Marseillais. J'ai eu le débat avec Jacques Cardoz qui me dit il y a 3 semaines, c'était après l'incident de Nice, qu'on avait le débat à la commanderie en me disant ouais, chez nous ça n'arrivera pas, on n'est pas comme ça. Je dis, regarde ce bâtiment-là où on est, il était attaqué il y a 6 mois par tes propres supporters. Donc si, malheureusement, il y a des délits partout. Il n'y a pas des débiles d'extrême droite ou se revendiquant d'extrême droite dans les tribunes marseillaises. Ça c'est un fait.
le cœur des fans marseillais penche plutôt à gauche. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que dans le comportement, il est globalement le même que beaucoup d'ultras en France. Donc, il faut qu'il y ait une profonde remise en question de ses supporters. Il faut qu'il y ait une profonde remise en question des clubs et de leurs relations vis-à-vis de ses supporters. Mais à un moment, moi, quand on me dit à l'OM, en me disant « ouais, la sécurité, elle est un peu light hier, etc. » et tout, mais bon, enfin, nous, voilà, les mecs me disent « nous, on met des tonnes de CRS. » Mais je dis « mais c'est pas mieux, en fait. Oui, d'accord, on n'a pas d'incident à Marseille, mais tu te rends compte, ça veut dire que faut déployer des dizaines de bataillons de CRS. Mais ça veut dire quoi, en fait? Au bout d'un moment, il faut… ouais, c'est pas normal. Donc, C'est un peu regrettable. C'est c'est aussi un peu regrettable, tu regrettable vois. Ben, je vais te donner d'en un arriver exemple. après le Covid, un an Oui, sans stade attends, aussi. je vais donner un exemple concret. Vas-y, vas-y. On me dit, voilà, ouais, à Angers, la sécurité, voilà, ouais, tu comprends, 500 Marseillais, ça ne doit pas les paniquer. Mais bon, en même temps, ils sont là pour encadrer des supporters, mais ils sont pas non plus. On n'est pas là normalement pour que le stade soit un endroit où il y a autant de policiers que de supporters. Je constate que quand Saint-Etienne, on a dit les Stéphanois sont interdits de déplacement à Marseille parce qu'il y aurait des risques de représailles par rapport à ce qui s'était passé à Saint-Etienne en février 2020, je constate que l'ambiance a été bonne au stade. Il n'y a pas de Stéphanois qui se sont fait emmerder, bon, parce que du coup, ils ont regardé le match chez eux à Saint-Etienne. Et ben voilà, il n'y aura pas de Marseillais, Geoffroy Guichard en retour. Et ben ça ne sera pas plus mal. On regardera le match chez nous, ils regarderont le match chez eux. Et au bout d'un moment, on ne verra pas les scènes pour voilà. D'accord. C'est un sketch, quoi. D'accord, merci, merci Mathieu. Rapidement, Raph, ton point de vue sur ce Moi, je sujet. trouve ça regrettable ce qui s'est passé, regrettable aussi tout ce qui s'est dit. En fait, je trouve qu'on est trop dans cette culture aussi de l'instant où on balance tout de suite tout ce qu'on voit sur les réseaux. Euh, Plein de médias. Hier, je vois RMC, le premier truc qui est lancé, c'est des supporters marseillais rentrent sur le stade. Après, il y a d'autres versions. Donc après, on a chaque groupe de supporters à sa version. Donc chacun essaye un peu de défendre sa paroisse. Moi, ça m'embête un peu tous ces événements qui arrivent depuis le début de la Ligue 1, depuis le début de cette saison. Raphaël, je te coupe, mais c'est un problème que tu as maintenant dans tous les clubs. Oui, Donc oui, non, là, mais c'est non, mais dans tous les clubs. je vais vous faire juste un tout petit débrief. Montpellier, j'ai de bouteilles sur des joueurs de l'OM. Marseille-Bordeaux, fight entre des supporters bordelais et marseillais quand les mecs descendent des bus et vont vers le parquage visiteur devant des familles. Nice, pas besoin de vous faire un dessin. Rennes, à Rennes, les supporters, les ultra-rennais qui voulaient tabasser les ultra-nantais. Heureusement empêchés par des cordons de CRS au moment où ça allait péter. Hier encore, Lens-Lille, on a vu ce qui s'est passé. Apparemment, il y aurait aussi alors ça c'était Daniel Riolo qui disait sur RMC, un siège qui aurait été jeté par un supporter lyonnais depuis le parquage visiteur au Parc des Princes dimanche soir sur une tribune parisienne et sur une famille parisienne. Hier soir, attaque du bus aussi des Bordelais, hier après-midi, par des supporters de Montpellier, des ultras de Montpellier, à un péage. Et donc hier, on ne va pas se mentir, hein, je ne sais pas qui a balancé le premier truc sur l'autre, mais c'est des débiles, que ce soit les Angevins ou les Marseillais. C'est des connards. Franchement, c'est des connards. Ils nous pourrissent, là, on ne devrait pas être ballon, ils nous pourrissent les matchs à chaque fois. Donc maintenant, il faut arrêter. Ouais, mais justement aussi, arrêter. je trouve que aussi, il faut traiter ce problème. Faut le traiter ce problème parce que je pense que c'est plus un problème de société qui devient de plus en plus Tout à violente. fait. Moi, je vois dans les écoles proches de chez moi, il y a toujours des problèmes de violence. C'est pas qu'un problème qui est lié au foot. Et en fait, le foot te met juste face à la réalité parce que c'est un médiatisé. endroit. Donc, je pense qu'il faut traiter ce sujet. Et le seul truc que je trouve un peu regrettable, c'est il faut se dire ça aussi. C'est que les gamins qui voient le foot à la télé, voient ce qui s'est passé à Nice, voient que les sanctions, finalement, n'ont pas été assez exemplaires.
et se disent, il faut le prendre en compte ça. Il n'y a pas que les gens qui pensent à ça, mais il faut le prendre en compte aussi, ce truc où les gens se disent, ah bah finalement, c'est pas si grave que ça. Parce qu'après, le mec qui fait Non, de non, 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 l'intrusion sur non, le non, non, stade. non, non, ça c'est pipeau, ça. Non, 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 mais moi, non, je c'est te bon, parle non, au non, niveau des non, mais gamins les qui voient gamins, ce mais non, mais foot-là. ça c'est l'exemple. Non, non, mais les gamins, de quoi tu parles? Les gamins, surtout ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont privés de stade. Là, à Nice, ils prennent 4 matchs. Tu peux mettre des clubs en Ligue 2, les ultras continueront à avoir ce comportement d'ultra. Ils te le disent, l'institution, elle est malgré moi. Si tu aurais pu mettre Nice en Ligue 2, ça continue les trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que c'est la Ligue, c'est les trucs. Il y a aussi les responsabilités individuelles aussi Oui, des non, mais gens. il y a aussi les Non, responsabilités de la Ligue, mais c'est aussi bon, du c'est bon. club. Moi, Chaque club doit prendre. ils en ont rien à foutre, même que leur propre club prenne des points en moins. Tu Non, as mais vu Alors, les banderoles, le tu as vu club les doit messieurs, prendre banderoles de des Nice, décisions tu as vu aussi. les banderoles de Nice, tu as vu les banderoles de Nice avant le match contre Monaco, la LFP, c'est de la merde et tout. Que Ineos se barre à cause d'eux, ils s'en battent les couilles. Que Nice soit rétrogradé en Ligue 2, ils s'en battent les couilles, ils continueront. Donc la vérité, c'est qu'on ne doit plus les voir au stade. Voilà, c'est tout. Mais après, il faut arrêter de pénaliser des équipes, parce que les équipes, les joueurs, ils y sont pour rien. Il faut arrêter de pénaliser 95% du stade qui n'y est pour rien. Et il faut arrêter le discours, les gamins, les 6, c'est alors n'importe quoi. messieurs, on va revenir au ballon, on va revenir au football et on va parler du prochain match contre Lens pour terminer cette émission. Donc, Lens, c'est un rival quand même plus ou moins sérieux. Ce sera peut-être un bon test pour Paul Lopez, qu'on parlait tout à l'heure, qui n'avait pas eu trop de boulot sur ses derniers matchs. Donc, je vais vous demander votre petit ressenti, ce que vous espérez de ce match et un petit pronostic. Allez, on commence avec toi, Christophe. Très bonne équipe de Lens déjà. En plus, je trouve que on peut comparer aussi un peu les styles de jeu. J'ai l'impression que c'est peut-être une des équipes qui nous ressemble le plus en Ligue 1 cette saison en tout cas. Ça va être pour moi, ça va être le vrai premier test qu'on va avoir parce que on sait déjà que Lens, ça va pas être comme Rennes justement, comme on parlait tout à l'heure Mathieu. Ils vont venir pour en découdre, ils vont venir avec leur style de jeu. Et je me pose la question, est-ce qu'on va réussir à garder toujours cette possession? Est-ce qu'on va réussir à surtout pour là on aura notre équipe type très vraisemblablement. Donc ouais, ça va être un match dont je me réjouis vraiment de voir. Voilà, par contre, je suis modérément quand même inquiet parce que ça peut être un match qui peut vraiment réussir dans notre sens comme vraiment nous péter à la gueule, quoi. Et tu nous donnes Donc quel voilà. score alors? Quel score tu nous donnes? Allez, on va rester quand même pro OM. On va dire qu'il y aura 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Monsieur Ouais. Strauss-Kahn, comment voyez-vous les événements dimanche? Dodo la Saumur, vas-y. Alors, il faudra activer le micro d'abord. Technique, j'ai quelques problèmes techniques ici. Parfait. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je pense que Lens, c'est plus adapté qu'Angers pour nous parce qu'ils produisent du jeu. Et nous, comme on est une équipe version Sampaoli, on veut endormir l'adversaire et puis d'un coup mettre 2 coups d'accélération et hop, on est à 2-0, comme on avait fait le match avant celui d'hier. Je pense que ça peut être une bonne équipe pour nous. Angers, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire que on a voulu jouer les endormis et ils nous ont gardés endormis. C'est ça le truc. Et contre Lens, ça peut être différent parce que Lens produit du jeu, donc c'est plus adapté à notre tactique. D'accord. Et quel score tu donnes? Je dirais un petit 2-1 comme Chris, pour nous. Un petit A2. D'accord. Merci, merci notre petit DSK Genevois. S'il nous regarde Dominique, on le salue. Il a rajeuni, regardez comme il est beau. Il est frais. Ton ressenti, Merci Mathieu. ton ressenti et ton pronostic. Oh, je pense que ça va être un match, je le vois, un peu plus compliqué quand même que les autres matchs avant Angers. Il va falloir que l'OM puise dans des ressources mentales pour se remettre du match. Et ouais, mais je vois bien une victoire de l'OM quand même, parce que les cadres seront là. Donc je vois bien une victoire, peut-être une victoire 1-0. Victoire 1-0. Mathieu, je vais terminer avec toi. Ton ressenti sur ce match, comment tu le verrais? Et puis un petit pronostic à la clé. Bonne question. C'est peut-être l'adversaire. Alors, il faudra voir dans quel état ils sont après la défaite contre Strasbourg hier soir, qui a beaucoup basculé sur l'expulsion de Kevin Danso en début de seconde période.
Et je crois qu'ils touchent le poteau à la dernière minute par Sotoka quand même à 10 contre 11. Donc, ils font quand même encore un match extrêmement cohérent, nos amis lensois. Donc, effectivement, on risque d'affronter quand même une des équipes les plus cohérentes et avec le plus de certitude depuis le début de saison. Peut-être avec Nice, c'est l'équipe la plus dangereuse que l'on va affronter. Donc je ne suis pas trop d'accord avec Richard sur le côté offensif de Lens. C'est une équipe qui est aussi capable d'avoir une certaine maîtrise de ses matchs, qui ne produit pas quand même, qui des fois peut produire peu et gagner quand même. Donc, je sais pas. Je dirais une victoire de l'OM, mais en tout cas, ça promet d'avoir un vrai débat, d'avoir un vrai débat tactique en fait entre Hayes et Sampaoli, parce que pour moi, Franck Hayes, je ne sais pas ce que vous en pensez, est quand même l'un des 5 meilleurs coachs de Ligue 1 pour moi, et je pense que il ne va pas venir comme Genesio pour que Gomis balance des ballons en touche d'entrée, quoi. On va quand même avoir je pense qu'il va y avoir un énorme travail en amont. On se rappelle qu'il avait bien piégé André Villas-Boas au Vélodrome en janvier dernier. Donc, on va voir s'il est capable de piéger Sampaoli. Mais bon, avec l'effet Vélodrome et avec un match ouvert, parce que Lens prend quand même pas mal de buts. Moi, je ne suis pas très, très fan de Lecas au but. Même si des fois il a la main chaude, mais globalement, je ne suis pas trop fan de ce gardien. Donc, oui, 2-1 pour l'OM. Oui, c'est un des techniciens qui finalement on n'entend pas beaucoup parler, mais il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et ce match que tu faisais référence, c'était un peu juste avant la crise un petit peu qu'il y avait eu, si je ne me trompe pas, non? C'est ça. C'est Voilà, ça, c'était la crise deuxième sportive défaite qu'on a vue. quand il y a eu 3 défaites d'affilée en Ligue 1 Oui, entre voilà. Monaco. Ouais. Mais tu vois, Exactement. après, c'est une équipe qui peut être emballante parfois, mais qui peut être aussi très, très pragmatique. On l'a vu gagner à Monaco de façon très pragmatique, en produisant peu, mais en concédant peu. On l'a vu aussi être très, très pragmatique contre Lille. Hein. Lille a eu quelques occasions, mais ils ont été très, très, très intéressants en contre. Voilà, donc c'est une équipe qui va donner du fil à retordre avec quand même un paquet de bons joueurs comme Kakuta. Kakuta, il aime bien faire des masterclass contre l'OM, on se rappelle de son époque à Amiens. Seko Fofana, c'est un super joueur, Doucouré au milieu. Il y a les latéraux sont excellents. Klose, Frankowski, même Machado le remplaçant. Donc, on va avoir un bon match. On va avoir un match sérieux. Et il va falloir prendre cet adversaire avec beaucoup de concentration, en tout cas. Moi, je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1 pour l'OM. Donc, merci Mathieu d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir, comme je disais. Merci à l'équipe du Talk. Merci Raph, merci Chris, merci Richard pour votre bonne humeur comme chaque semaine. Et puis, si vous le permettez tous, on va bien sûr, comme je disais en début d'émission, dédier cette émission à René Malville et à ce jeune supporter, à sa famille, à ce jeune supporter qui a disparu. Clément, merci. Ouais. Qui sont partis tous les deux grands supporters de l'OM. On pense à eux, on pense à leur famille. Cette émission, elle leur est dédiée, c'est normal. Merci à vous de nous avoir suivis cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye, ciao.